Depuis déjà quelques années, régulièrement, on nous dit « vous coûtez trop cher ». Et comme on n'est pas des êtres irresponsables, on a compris et on a intégré ce discours. Mais notre attitude c'est de dire « d'accord, on va coûter moins cher, mais à condition que ce n'ait pas de retentissement sur les malades ». Et donc effectivement, il y a eu des abus dans l'organisation redondante, plusieurs hôpitaux de jour sur un même hôpital alors qu'il pouvait y en avoir un seul, plusieurs consultations alors qu'on pouvait regrouper le personnel, etc. Et donc il y a eu des efforts de fait. On a parfaitement accepté d'organiser ce qu'on appelle des plateaux communs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur un étage, il n'y a pas un seul service, comme il y avait 30 ans, il y a mon service, mes lits, etc. On accepte parfaitement d'avoir un plateau partagé avec plus de flexibilité, qui peut éventuellement faire une économie d'infirmières, mais jusqu'à un certain point. Je sais que, là, pour faire des voitures, on a prouvé que même sans aucune personne, avec des machines, on pouvait... Là... Un travail hospitalier, c'est quand même une infirmière qui est au contact direct d'un malade. Alors on peut améliorer les choses, mais on ne pourra pas supprimer les infirmières, ça c'est sûr. On s'est rendu compte qu'en continuant de supprimer du personnel, c'était la qualité de la médecine qui était menacée. Ou ce que l'on appelait la réorganisation devenait la pénurie. Parce que la logique est la chose suivante, c'est que on réorganise, et si cette réorganisation elle est rationnelle, on produit aussi bien avec moins de personnel. Et puis la deuxième étape, c'est qu'on demande un excès de travail au personnel, parce que la réorganisation, on a atteint le bout du bout, si vous voulez. Et puis si on continue à aller plus loin, à ce moment-là, une infirmière, elle ne peut pas continuer à prendre en charge de plus en plus de malades. Et à ce moment-là, la seule solution, c'était la fermeture de lits. On a fermé tellement de lits qu'on envoie un nombre incroyable de patients dans le privé, parce qu'on ne peut plus les prendre en charge. Mais le problème, c'est qu'en pédiatrie, on ne peut pas les envoyer dans le privé. Et l'explication, elle est très simple. Parce qu'un enfant malade, dans le privé, ça ne paye pas. Naturellement, dans certaines structures privées, il y a une logique comptable qui existe quand même moins dans l'hospitalisation publique. Je donne un exemple. Au point de vue santé, ça veut dire quoi vous êtes en déficit? Ça veut dire que vous coûtez plus que vous rapportez. Enfin, je ne suis pas un économiste, mais c'est ça. Mais on coûte plus que ce qu'on rapporte pour un vendeur de voitures, c'est facile, on voit le prix. Ça veut dire quoi, on coûte plus qu'on rapporte? Ça veut dire que l'acte que vous faites a un certain prix. Et c'est la définition de la T2A, la tarification à l'activité. Mais si cet acte décidé par les autorités de tutelle est sous-dosé, sous-coté, et par définition, vous êtes en déficit. Et moi, par exemple, dans mon service de néphrologie pédiatrique, on a des enfants en hémodialyse, en préparation à la transplantation rénale, etc. Quand on dialyse un enfant qui fait 9-10 kilos, il faut quasiment une infirmière pour 1 ou 2 malades. Quand on dialyse des adultes, il faut une infirmière pour 8 ou 9 malades. Donc, étant donné la tarification de cet acte, chaque fois qu'on dialyse un enfant, on perd de l'argent. Donc, la logique de l'absurde, c'est que pour qu'un service de néphrologie pédiatrique soit équilibré, il faudrait qu'il ne dialyse pas. Donc vous voyez l'absurdité des choses. Il y a des actes qui sont tellement sous-cotés par la T2A qu'on est en déficit. Donc pour équilibrer les comptes,
bon ben, soit on ferme des lits, on ferme des lits, on ferme des lits, ou on supprime du personnel, soit on augmente la T2A. Vous voyez le problème? On a été obligé de réduire les lits, et nous, on ne pouvait pas les envoyer dans le privé. Et dans ce cas-là, ça devient intolérable. Moi, j'ai vu des médecins en pneumologie pédiatrique en pleurs dans mon bureau. Hein, parce qu'on est passé chez eux de 20 lits à 8 lits, et à ce moment-là, un certain nombre d'enfants insuffisants respiratoires, alors on leur téléphonait, il a un taux d'oxygène à 70%, ça nécessitait une prise en charge en hospitalisation, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, la rupture pour moi, ça a été octobre, et je me suis dit, je ne peux pas aller à des réunions administratives, essayer de voir comment on bricole ce manque d'infirmières, parce que je deviens le supplétif, le collaborateur de cette politique. Et moi, je ne pouvais pas. Donc ça a été une démarche purement individuelle en disant « je ne peux pas être le supplétif de cette politique ». En disant même que je garde pour l'instant mes fonctions de chef de service. Parce que si j'avais l'impression, ce qui n'est pas le cas actuellement, que mes enfants, dont les parents me font confiance, qui sont traités, si j'ai l'impression qu'ils n'ont pas les soins qu'ils méritent, moi je démissionnerai également de mes chefs. Je ne peux pas assumer ça. On dit que les caisses sont vides. Bon, elles ne sont pas vides, mais faire de la politique, c'est choisir. Hein. Donc, bon, on met de l'argent. Il suffit de lire certains rapports de la Cour des comptes. Hein. Donc, ou c'est pas moi, mais la Cour des comptes qui dit qu'il y a peut-être, certes, on n'a peut-être pas obligé de dépenser 5 000 € par repas au Grand Palais, si vous voyez ce que je veux dire. 5 000 €, ça fait quoi? Ça fait le salaire de 4 infirmières pour un mois. Quoi. Enfin, d'accord. C'est peut-être plus important de faire manger quelqu'un pendant 3 heures. Notre identité nationale, c'est un système hospitalier public fort. Je pense que c'est ça notre identité. On attaque notre identité nationale. Tout ce qui n'est pas rentable reste à l'hôpital public. D'accord. Et puis les gens qui ne payent pas, ou etc., il est sûr que des fois, il nous arrive, un enfant arrive d'Algérie, il est en insuffisance rénale terminale. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va le laisser mourir sous nos yeux? Ben, bien évidemment, on le dialyse. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Vous voyez un gosse devant vous, il peut vivre par notre technique, on ne va pas le laisser mourir. Et ben, je crois qu'une bonne partie du temps, l'hôpital n'est pas payé. Donc qu'est-ce qu'on fait? La République française laisse mourir des enfants qui sont sur son territoire ou les prennent en charge sans prise en charge. L'hôpital privé, eux, ils les renvoient tout de suite sur l'assistance publique, à tous les coups. Le problème, c'est que... bon, alors ça, c'est une interprétation. C'est que l'objectif, en fait, c'est de casser l'hôpital public. C'est-à-dire de le réduire, de le mettre quasiment en compétition et à égalité avec les structures privées, le réduire quasiment à ce rôle-là. Or, dans l'organisation précédente, ce n'était pas possible, parce qu'il y aurait eu une opposition frontale du monde médical. Notre rôle citoyen, comme hospitalo-universitaire, mais c'est de défendre l'hôpital public. Jusqu'à présent, c'était une des richesses de notre République. Et je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez vu le fameux film récent de Michael Moore, où il tapait sur Bush, etc. Et quand il abordait le système hospitalier, c'était le système français qui était pris en exemple. Donc, moi, je crois que c'était une de nos principales richesses. Il faut tenir à ça comme à la prunelle de nos yeux. Et comme on veut casser ça, il fallait organiser un système ne permettant pas au monde médical de s'y opposer. Donc on a créé cette loi. C'est tout à fait logique. Thatcher, elle a fait la même chose en Angleterre.
Et ça a été la catastrophe. Je vous rappelle qu'il y avait des gens, des Anglais, qui venaient se faire soigner en France. Ça a été la catastrophe. Quand Tony Blair est arrivé au pouvoir, il a injecté des milliards dans le système hospitalier qui était dans un état de délabrement. Alors je ne sais pas ce que donnera cette loi, mais si vous imaginez qu'en l'espace de 4 ans, on veut supprimer 4000 infirmières à l'assistance publique. Mais c'est une politique de casse frontale. Moi, j'ai vécu une période de rêve, c'est-à-dire que j'ai commencé mon internat au début des années 70, et c'était la mise en place des centres hospitalo-universitaires qui étaient imaginés par le professeur Robert Debré. Et lui est un grand homme, Moi, je suis tout petit devant lui. Il a mis sur pied des structures hospitalo-universitaires qui étaient tout à fait enthousiasmantes. C'est-à-dire que l'hôpital devenait le lieu où on soignait. L'hôpital hospitalo-universitaire devenait le lieu où on soignait naturellement des maladies, mais également on faisait de l'enseignement et de la recherche. Et il est bien évident que c'est cette structure hospitalo-universitaire qui, moi, m'enthousiasmait. Et ça m'enthousiasmait tellement que, il y a à peu près une vingtaine d'années, on m'avait fait une proposition intéressante d'aller travailler au Children's Hospital de Toronto, et j'ai refusé parce que moi, je me sentais très, très bien ici. Et il a fallu, en plus, pour moi, construire ce service. Il n'y avait pas de néphrologie pédiatrique quand je suis arrivé, et ça a été pour nous, c'était une aventure pour moi, mais toute une équipe très motivée. Moi, je me rappelle d'avoir eu des aides-soignantes qui disaient le résultat de nos transplantations. Donc vous voyez la motivation de toute une équipe. Et en fait, ce qui moi m'a également totalement traumatisé, c'est que c'est pas uniquement l'hôpital qu'on attaque, c'est l'hôpital hospitalo-universitaire. Toute cette casse, elle est hospitalière, mais elle est également universitaire. Si on s'attaque à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui est le plus grand centre hospitalo-universitaire en France, c'est une attaque de l'enseignement supérieur et de la recherche en médecine. L'assistance publique Hôpitaux de Paris publie 40% des publications internationales françaises. Moi, ce que je crains, c'est qu'avec la crise qu'il y a actuellement, il va y avoir un effondrement de la production scientifique médicale française. Et il y a un autre point qui est très très important aussi, c'est que une structure universitaire, vous le savez autant bien que moi, c'est des équipes qui ont de l'enthousiasme. Et en fait, mais ça, on apprend même ça en économie à des gamins de 20 ans dans les écoles de gestion. Je pense qu'une des premiers objectifs, c'est que le groupe qu'on dirige ou qu'on contrôle, on le motive. Et là, avec la politique actuellement, c'est une politique de démotivation systématique. Une de nos richesses, c'est la sécurité sociale. Il ne faut pas la faire plomber non plus. Mais je pense que lorsqu'on sait ce qui se passe avec les ambulances, avec les arrêts de travail, avec des dizaines d'examens complémentaires inutiles qui sont dus en fait à une mauvaise formation médicale, c'est-à-dire que plus on domine un sujet, moins on demande d'examens complémentaires et d'examens radiologiques inutiles, etc. Il y a des pays où un médecin ne pourra plus exercer si on se rend compte qu'au bout de 5 ans, il n'a suivi aucun enseignement post-universitaire. Et il est sûr que le manque de formation hospitalo-universitaire d'un certain nombre de médecins a un coût absolument innommable. Moi, je vois des enfants arriver avec des dizaines de radios d'examens inutiles. Donc, il y a manifestement une réflexion à avoir, mais ce n'est pas en cassant les structures qui sont faites pour enseigner les médecins à faire des économies qu'on va s'en sortir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et il y avait en plus
une médecine digne de ce nom, et ça aussi j'utilise ces termes, je me redis peut-être, c'est pas une infirmière qui est une piqueuse, hein, une injecteuse d'antibiotiques et une préleveuse de sang, c'est pas ça. C'est naturellement une infirmière qui soigne, mais qui écoute. Hein, elle écoute l'enfant, elle entend la famille. Vous imaginez le drame de ces familles dont l'enfant est gravement malade et dont quasiment la vie dépend de l'équipe soignante. Donc on ne peut pas se contenter de passer en disant faites-lui un dosage de l'urée sanguine. Il faut être à l'écoute, il faut en permanence expliquer ce qui se passe, pourquoi on fait tel geste, etc. Et donc pour cela, il faut que les infirmières aient du temps pour faire ça. Leur charge de travail est telle qu'il y a cette angoisse de mal faire, de se tromper de dose, etc. Parce qu'elles ont trop de travail. Deuxièmement, le mal-être de ne pas pouvoir faire ce travail de prise en charge psychosociale. Et c'est là aussi où on voit l'absurdité du système. En tant que professeur d'université, je participe à des réunions pour préparer ce qu'on appelle l'universitalisation des études d'infirmières. C'est-à-dire que maintenant, les écoles d'infirmières sont rattachées à une université. Et donc moi, ça m'intéresse de participer à cette réflexion et j'en fais partie. Bien. Et bien, dans le programme, il y a un gros chapitre prise en charge psychosociale avec des titres forts. C'est paru au journal officiel et donc ça a été édicté par nos autorités. Et ben, vous voyez l'absurdité du système. On fait un programme lourd de prise en charge psychosociale des futures infirmières, mais une fois qu'elles deviennent infirmières, elles sont tellement peu nombreuses qu'elles ne peuvent pas faire de bonne prise en charge psychosociale. Alors qu'on a vu une psychologue à temps plein, pouvant passer tout le temps nécessaire, et ben maintenant elle est à cheval sur 2 ou 3 services, donc elle expédie les affaires courantes. C'est pareil, on avait une assistante sociale à temps plein, et ben là, on a quelqu'un de très compétent, hein, mais en permanence à cheval sur plusieurs services et qui également expédie les affaires courantes. Donc par exemple, on avait tous les lundis après-midi une réunion qu'on appelait psychosociale, hein, où les infirmières, les institutrices, la psychologue, l'assistante sociale, la diététicienne, on discutait de tous les malades avec tous ces problèmes psychosociaux. Cette réunion a disparu. Mais il n'y a qu'une seule infirmière en salle, elle ne peut pas être à la réunion. Et bon, enfin voilà, un gâchis formidable. L'autre point, c'est cette incohérence, elle est due à une bureaucratie énorme. Certains bureaucrates en haut lieu disaient pourquoi pas supprimer le professeur Bensman part à la retraite, pourquoi pas fermer purement et simplement son service. Alors c'est sûr que si ce service était vide, avait une publication scientifique nulle, etc., il faudrait le former. On est un service de renommée internationale. On veut fermer ça. Donc pourquoi pas enfin. Mais on pourrait au moins imaginer que les gens qui veulent le faire me contactent, parlent avec moi. Je n'ai jamais été contacté. Donc non seulement j'étais chef d'un des grands services de néphrologie pédiatrique en France, j'ai été pendant 6 ans président de la Société francophone de néphrologie pédiatrique. C'est-à-dire que j'avais une vision globale de ce qui se passait au niveau français, mais étant président d'une société francophone, chaque fois qu'il y avait des réunions européennes, j'y participe. On ne m'a jamais contacté. Donc comment voulez-vous que le bureaucrate qui sort de Rennes, de l'ENA ou tout ce que vous voulez ait des idées précises sur la néphrologie pédiatrique s'il ne contacte même pas le néphrologue pédiatre, voyez. Donc là, c'est vraiment une sorte de bureaucratie
à la soviétique, enfin c'est invraisemblable. Donc on a vu ce que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher, parce que si les gens qui prennent leurs décisions ne connaissent pas les dossiers sur lesquels ils s'appuient, comment voulez-vous que ça marche? Vous voyez, j'ai à aucun moment réclamé plus de moyens pour mon service, ou pour moi. Hein. Je ne demande pas qu'on augmente le prix de ma retraite ou qu'on augmente mon salaire. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une crise, mais pour moi, enfin bon, un des piliers de notre société, c'est la santé publique et l'hôpital public. Et donc, si on s'attaque à l'hôpital public, ça va pas être les garagistes de Bretagne qui vont pouvoir le défendre. J'espère qu'ils le défendront aussi, mais ceux qui sont en première ligne, c'est les médecins, quoi. Avec les infirmières, avec les syndicats paramédicaux, etc. Mais pourquoi? Parce qu'on connaît le dossier, si vous voulez. Et moi, j'ai la prétention de mieux connaître le dossier que l'énarque de 33 ans qui, semble-t-il, surveille notre directeur général. Ce pauvre directeur général, il me faisait pitié. Je sais qu'aussi bien, après mon intervention sur TF1 que sur Arte, on l'a fait intervenir. Bon, il a eu le courage de venir. Mais c'était invraisemblable. Il disait, bah oui, on va se réorganiser et ça n'aura pas de retentissement sur les malades. Mais c'est pathétique. On va supprimer 4000 infirmières et ça n'aura pas de conséquences. Alors ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a 4000 infirmières qui passent leur temps à rigoler dans les couloirs, ou alors des services qui sont tellement mal organisés qu'il y a un gâchis de 4000 infirmières. Mais c'est injurieux pour l'ensemble des équipes hospitalières. Enfin, et c'est tellement énorme on n'a même pas envie d'argumenter ça. Il dit ça et la seule réponse, c'est un énorme éclat de rire. Il n'y a pas d'autre réponse à apporter, si vous